Bonjour à tous. Alors, on n'a pas le plaisir de tous vous voir parce que vous êtes déjà plus de 80 connectés, mais nous, à l'écran, on ne voit que nos 15 candidats à l'élection au VRPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, l'objectif de la soirée, c'est de vous présenter un peu tous ces pharmaciens formidables qui sont présents à l'écran et qui se sont motivés non seulement pour participer à cette visioconférence, mais bien évidemment pour travailler pendant les 5 prochaines années à l'URPS. Alors l'URPS, on va peut-être en parler un petit peu parce que je m'aperçois que depuis 10 ans que ça existe, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc très rapidement, je vais revenir un petit peu sur la définition et les rôles des URPS. Donc dans la profession, vous avez en gros 3 organismes différents qui sont l'ordre national des pharmaciens, vous avez les syndicats de pharmaciens que vous connaissez bien, dont le meilleur est là présent ce soir, et vous avez les URPS. Alors les URPS, en fait, ils ont été mis en place il y a 10 ans avec la création des agences régionales de santé pour pouvoir représenter une profession au sein de l'agence régionale de santé. Il y a 10 URPS pour les 10 professions de santé réglementées. Et donc, nous, c'est l'URPS des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on représente l'ARS auprès des pharmaciens et on représente les pharmaciens auprès de l'ARS. À titre d'exemple, depuis un an, l'URPS est sollicité pour participer à la cellule de crise de la gestion du Covid depuis un an. Donc voilà, on échange avec les autres URPS, notamment les médecins, les infirmiers. Et lorsqu'il y a des sujets qui sont portés par le ministère et qu'on veut les déployer dans une région, par exemple l'expérimentation de la vaccination en officine, on décide de choisir deux régions. Le directeur général de l'ARS est sollicité par le ministre de la Santé, il accepte et ensuite il va mandater l'URPS concerné pour mettre en place cette expérimentation. C'était ce qui s'était passé. Donc voilà le rôle. Comment ça fonctionne les URPS? Alors les URPS, ça ne vous a pas échappé, c'est une élection. On n'est pas nommé ou désigné. Et donc les syndicats représentatifs de la profession présentent des listes et chacun vote pour le syndicat qu'il préfère. Et une fois que l'élection est terminée, on regarde s'il y a 50-50, la moitié de la liste de l'un et la moitié de la liste de l'autre se retrouvent au sein de l'URPS pour gérer cette union régionale qui se présente comme une espèce d'association loi 1901, mais qui a une fonction institutionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les URPS, c'est un peu une société aussi, enfin une entreprise. On a à l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 salariés, donc qui font fonctionner le quotidien de l'URPS, mais bien évidemment sous la mandature qui est mise en place, et en l'occurrence celle qu'avec l'USPO on a mise en place il y a 5 ans. Alors donc comme je vous dis, c'est une élection. Cette élection, elle va démarrer la semaine prochaine, mardi matin. Alors pour ce faire, il faudra voter. Alors le vote est plus compliqué que les 2 fois précédentes, puisque là, il va falloir voter de manière électronique. Donc j'en profite tout de suite pour demander à ceux qui sont présents ce soir de bien récupérer l'enveloppe que vous avez reçue où il est marqué URPS élection, de la laisser à proximité sur le bureau. À l'intérieur, vous avez les explications du mode de vote. Alors ce qu'il faut savoir, la seule petite chose, c'est que pour voter, il vous faudra votre numéro ordinal. Alors, ce n'est pas le numéro RPPS, ce n'est pas le numéro de la pharmacie, le numéro ADELI. Le numéro ordinal, vous le retrouvez sur votre, par exemple, ce certificat d'inscription à l'ordre. Et c'est le numéro qui commence des fois par 100, en gros, et où il y a la lettre A qui est accolée, A comme section A de l'ordre des pharmacies. Donc, avec ça, vous vous connecterez sur le site qui est marqué sur le courrier avec votre numéro d'ordre. Ensuite, vous mettrez votre numéro de portable, un SMS, etc. Voilà, si vous avez des difficultés pour voter, vous n'hésitez pas à téléphoner au secrétariat du syndicat. Donc, chaque syndicat présente une liste et donc l'objectif ce soir, c'est de vous présenter la liste que l'USPO a mise en place et donc je vais vous laisser tous vous présenter les forces plus vives de l'USPO de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je crois que c'est moi qui commence. Et oui, dans l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, Bénédicte avec un B. Avec un B. Donc, je m'appelle Bénédicte Bidet. Je suis installée à Montluçon depuis 4 ans comme titulaire. Avant, j'étais assistante dans la pharmacie où je travaille. J'ai choisi l'USPO parce que déjà, par rapport au projet que vous avez mené, par rapport à la globalité des actions qui ont été menées, après, dans mon département, l'USPO est majoritaire. Et c'est vrai que la philosophie de l'USPO me correspondait bien. J'avais vraiment envie de rejoindre cette équipe.
Et vu que je me suis déjà lancée dans pas mal de projets de manière individuelle, et ben, je trouvais que c'était logique de me retrouver avec vous. Et puis surtout, voilà, avec toute l'équipe qui est top. Et voilà, tout simplement. Next. Bonjour, alors Corinne Crévassa, je suis pharmacienne à Lulin depuis une vingtaine d'années dans un petit village semi-rural avec une station donc qui marche beaucoup moins cette année forcément. Donc il y a de très nombreuses années que j'ai rejoint l'USPO et parce que c'est une équipe sympathique et dynamique et puis bon plein de projets. Moi aussi, je fais plein de choses un peu toute seule et je trouve que on rame un peu et quand on est accompagné, c'est quand même beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est une équipe qui fait bouger et évoluer notre profession. Donc voilà, merci à tous et je suis très heureuse de m'être joint à vous. On t'entend mal, Daniel. Je parle un peu plus fort? Ouais. Ah, mieux? Ouais, c'est mieux. Donc installé depuis 1999, secrétaire du syndicat des pharmaciens de la Savoie, USPO, comme il se doit. Alors, Daniel, on l'a perdu un petit peu, donc on va passer. Alors, pas à Kevin. Je prends le relais. Ah, si. Ouais, Kevin étant de garde, je vais prendre le relais. Moi, c'est François Papu, je suis installé dans la Drôme, dans un centre commercial depuis une vingtaine d'années. L'USPO, pour moi, c'est un peu évident. Déjà, c'est le département de Gilles, hein, et je suis ça depuis un certain nombre d'années. Et la profession bouge tellement à l'heure actuelle qu'il vaut mieux être ici à l'intérieur qu'à l'extérieur et d'attendre que ça se passe. Voilà, Kevin, je te rends l'appareil. C'est à moi, il paraît, c'est ça, j'ai bien compris. Excusez-moi, donc Kevin Phalippon, pharmacien titulaire dans l'Ain, à Poncin. Je suis de garde ce soir, donc vous m'excuserez d'avance pour mes peut-être multiples absences, mais je vais essayer de faire au mieux avec vous et avec les patients. Donc je suis assez depuis 3 ans, je suis président d'une maison de santé, même avant d'être praticien officinal. Moi, je crois à fond en l'interprofessionnalité. Et ce qui a fait que je rejoins Olivier Rosaire, c'est pour l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour une première chose, c'est de valoriser les actions de l'URPS, qui je pense méritent à être encore mieux connues, hein, qui a été décisif notamment à travers différentes expérimentations comme la vaccination. C'est renforcer le rôle du pharmacien en tant que praticien clinicien. Je pense que clairement le pharmacien de 2021 n'est plus le pharmacien pousseur de boîte, mais le pharmacien acteur de sa santé, de la santé de ses patients auprès de ses, au plus proche de ses patients. Et puis, voilà, pousser l'interprofessionnalité, puis continuer sur la lancée que développe actuellement l'USPO, qui est clairement les honoraires, les choses comme ça, qui sont, à mon avis, l'avenir du pharmacien, clairement praticien, clinicien et non plus pousseur de boîte. Au suivant. Alors, Fred. Non, François, c'est fait. Donc, Fred. Bon, Frédéric Allégerie, pharmacien à Chindrieux, en Savoie, au bord du lac du Bourget. Bon, je suis donc titulaire depuis 15 ans en Savoie, puis 5 ans au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire où on s'éclate, ça c'est super. Et j'ai une bonne, vraiment, on a des super relations dans cette maison de santé. On a plein de choses à faire, plein d'expérimentations et puis je sors aussi j'étais titulaire à l'URPS dans l'équipe d'Olivier déjà depuis 5 ans où on a fait plein de choses. C'était super sympa. Il y a vraiment, on a réussi à faire des jolies choses sur la région. Et donc voilà, je me représente parce que le SPO représente toutes mes valeurs avec tout ce qu'il y a dans les nouvelles missions, la reconnaissance du pharmacien comme étant un professionnel de santé à part entière. Et puis, donc voilà, avec Daniel Jean Rigaud à Yenne, on fait beaucoup de boulot sur la Savoie. C'est super intéressant et on a tous les mêmes idées sur l'avenir de la pharmacie. Voilà.
Alors, Nathalie Tourlognas, donc moi je suis installée à Clermont en zone périurbaine. Je suis au pied du stade Marcel Michelin, pour ceux qui aiment le rugby, beaucoup de vous devez connaître. Donc moi je suis là depuis 15 ans. Et avant, j'ai transféré il y a 15 ans, et sinon j'étais installée, je suis depuis 30 ans à Clermont. Donc moi, au niveau de l'USPO, je suis vice-présidente de l'USPO du Puy-de-Dôme depuis 6 ans maintenant. Donc on est une super équipe, on travaille très très bien. Et puis j'ai eu envie de rejoindre aussi cette très belle équipe de l'URPS pour ne pas laisser passer j'avais pas envie que le train de la modification du métier de pharmacien parte sans moi. J'avais envie de participer à tout ça via les expérimentations, via la formation et puis via la prévention si c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Nathalie Peuillon-Matou, je suis nouvellement installée donc dans le 43 après avoir passé donc 22 ans dans le 42 à Fraisse, adhérente et secrétaire USPO depuis de nombreuses années. Et j'ai décidé de rejoindre la liste d'Olivier parce que je le connais bien, j'apprécie ses valeurs, sa disponibilité, ses compétences, et je pense qu'on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire valoriser notre métier de demain, et je suis sûre qu'on va bien travailler ensemble. Bonsoir à tous, Noémie Anglard, je suis installée depuis 4 ans dans une officine du centre-ville de Saint-Étienne. Alors moi, il y a 2 ans, j'ai répondu à l'appel de l'USPO pour rentrer au conseil d'administration du syndicat de la Loire. Je partage pleinement les valeurs de l'USPO et de son engagement auprès de la profession, et j'avais envie moi aussi d'y participer activement. L'URPS, un formidable outil de représentativité de chacune de nos officines à l'échelle régionale, et elle permet aussi de faire évoluer de manière très concrète le métier, à l'image de l'expérimentation de la vaccination antigrippale il y a 4 ans et pour laquelle notre région a été un précurseur. Aujourd'hui, la vaccination s'est ancrée auprès de la population et le gouvernement sait qu'il peut compter sur une force vive et réactive. Et je souhaite aussi transformer mon engagement dans cette liste en véritable opportunité de développer l'accompagnement patient dont je vous parlerai un petit peu plus tard avec Valérie. Bonsoir. Alors, moi, c'est Marie-Édith Richard-Bose ou Michel, pour ceux qui étaient à la fac à Grenoble il y a un peu longtemps quand même. Je suis installée en Isère, à la Tour du Pin, dans le nord du département, depuis 26 ans. Mon Dieu, quelle horreur. L'USPO, ça, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite à peu près. Mais cependant, j'ai toujours été confortée dans ce choix parce que voilà, ça représente effectivement plein de choses, vraiment avec une bonne éthique déjà, ça c'est quand même important. Et je suis rentrée dedans en fait parce que au départ, il y avait besoin de gens pour aller en commission paritaire avant même d'être au bureau, même d'être membre du CA tout simplement. Et finalement, voilà, en rentrant par là, j'ai trouvé que c'était intéressant de commencer à participer à des réunions qui nous changeaient de l'officine, qui avaient un autre regard, de discuter avec des gens de la CPAM. Et puis voilà. Et là, bien sûr, après la proposition de rentrer en candidature, l'URPS est arrivé au bout de toutes ces années. Et ça, je trouve ça une dimension régionale qui est très intéressante déjà. Une dimension très très pratique évidemment qu'on n'a pas au syndicat, et quelque chose qui, voilà, des projets qui ont déjà eu lieu et puis d'autres à venir qui, voilà, qui sont pleins de dynamisme et puis qui vont apporter beaucoup pour la profession. Donc très très contente d'y participer. Sandrine. Bonsoir, je suis Sandrine Roch, je suis installée à Grenoble en pharmacie de quartier depuis 21 ans maintenant. Je suis adhérente à l'USPO depuis toujours avec l'envie de m'investir sans vraiment sauter le pas. Voilà, c'est fait depuis la crise sanitaire, depuis le début de la crise sanitaire. Pourquoi l'envie de m'investir? Je trouve que vraiment c'est un syndicat très constructif et vraiment avec le sentiment qu'il a fait avancer la profession dans le bon sens,
depuis quelques années. L'URPS, bah, j'ai envie de m'investir dedans aussi et de travailler parce que c'est le moyen par exemple, de mettre en place des expérimentations comme la vaccination. Ces expérimentations, ce sont des véritables outils pour mettre en place les nouvelles missions qu'on pourra mettre en place dans nos pharmacies et participer concrètement à l'évolution de la profession. Donc, Sonia Jouve, je suis installée en Ardèche maintenant depuis 15 ans. Avant, j'étais 15 ans en industrie, dont 10 ans à Lyon, donc déjà en Auvergne-Rhône-Alpes. De suite, j'ai adhéré à l'USPO parce que j'y ai trouvé un syndicat progressiste. Petit à petit, je me suis investie de plus en plus et je suis présidente de l'Ardèche depuis maintenant 5-6 ans. Pourquoi l'URPS? Parce que c'est une instance que je connaissais pas bien. Je trouve qu'il y a un vrai élan de modernisation de la profession. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je trouve qu'on a beaucoup de challenges devant nous. On a déjà commencé à professionnaliser notre relation avec le patient. Et ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, c'est de participer à cet élan et d'être partie prenante avec une équipe dynamique. Voilà. Théophile Sibel, installé à Saint-Priest dans la banlieue lyonnaise depuis 14 ans, ça va très très vite, comme pour tout le monde ici. Je représente l'USPO au sein de la commission paritaire locale du Rhône, où j'espère apporter 2-3 petites choses, notamment sur tout ce qui est précision, tout ce qui est légalité, etc., voire incohérence parfois. C'est pas l'incohérence que j'apporte, c'est pour la combattre. Et je pense que l'USPO a déjà une belle place au sein de cette commission paritaire. J'ai déjà intégré l'URPS entre guillemets, puisque officiellement non, mais je suis que candidat. Cependant, je l'ai intégré en participant aux cellules de vaccination départementales qui sont tenues par l'ARS au sein de la préfecture et où bien, je rapporte les efforts des pharmaciens, leur participation et où j'essaye de faire le retour aussi au sein de l'URPS de ce qui s'y dit. Et j'espère qu'on avance grâce à cela. Et je vois une belle interprofessionnalité, notamment avec les infirmiers au passage, au sein de cela. Et je me bats pour que ça se passe bien en officine pour cette vaccination qui arrive tant bien que mal. Bonsoir, je suis Valérie Ducharme. Je suis installée à Lyon dans le 6e depuis 27 ans. Je ne suis pas adhérente l'USPO depuis 27 ans, mais depuis que je me suis encartée, j'ai pu voir la différence et je me suis engagée dans un syndicat qui est dynamique. Voilà, j'ai choisi de rejoindre la liste menée par Olivier Rosaire des URPS, car nous avons une équipe sympathique, très dynamique, force des propositions et puis de nombreux projets pour les 5 années à venir. Voilà. Donc, je redonne la parole à Olivier pour aborder les réformes de l'USPO et les projets de l'URPS. Alors, merci Valérie, qui a en plus l'avantage d'être installée à quelques centaines de mètres des locaux de l'URPS qui se trouvent rue Garibaldi à Lyon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un espèce de melting entre les réformes de l'USPO et puis bien évidemment l'URPS, qui est aussi une espèce de laboratoire dans ce que pourra aussi proposer le syndicat quand les choses sont testées avec succès, comme ça a été, on va encore le dire une fois, le cas de la vaccination d'officine. Alors, l'USPO, depuis le dernier mandat, a fait avancer beaucoup de choses dans la profession et on va évidemment revenir de manière assez succincte quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis quelques mois, mais sur la réforme majeure qui a transformé l'exercice de l'officine en basculant la rémunération du pharmacien d'une marge commerciale, les fameux épiciers dont on nous a souvent parlé et bassiné, donc
voilà, à un honoraire. Alors, pas un honoraire, hein, des honoraires. On ne va pas revenir sur le détail, mais il y en a toute une liste, hein, en fonction de l'âge, de l'ordonnance, etc. Et il faut bien se rappeler, parce qu'on n'analyse pas forcément ça tous les jours, mais cette bascule de la marge commerciale vers l'honoraire a eu un impact très fort, alors à la fois économique, hein, on va y revenir tout de suite, mais la stratégie, c'était quand même aujourd'hui de ne plus être impacté par les baisses de prix. Avant cette réforme, et comme je dis, ça fait 2-3 ans qu'elle est en place, maintenant on n'y pense plus, mais quand les médicaments ont baissé de prix, à chaque fois, nous, tous les trimestres, on regardait dans nos officines, on se disait, poum, on prend un coup sur la tête parce que quand on baisse le prix d'un médicament, ça impactait fortement à cause d'une marge qui était, entre guillemets, un peu élevée. Et pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui, si vous prenez les médicaments de la deuxième tranche, qui sont le plus gros volume, quand on baissait le prix de 5 € d'un de ces médicaments, avant, on perdait 1,25 €. Aujourd'hui, on perd 32 centimes. Alors, je ne vais pas dire que c'est rien, 32 centimes, mais en gros, on perd 4 fois moins d'argent avec la baisse des prix. Donc, ça a eu un impact multiplié par 4 sur les baisses de prix. C'est quand même un des éléments majeurs de cette réforme. La deuxième chose dans cette réforme, c'est qu'elle a été négociée pour apporter de l'argent à la profession. Elle n'a pas été faite pour dire, voilà, on va se retrouver à équivalent. Elle a été faite pour apporter de l'argent à la profession. Et le deal qui avait été fait à l'époque, avec des calculs un peu comme aujourd'hui le font les épidémiologistes pour imaginer le nombre de contaminations la semaine prochaine, de dire, écoutez, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'en baissant la marge, en augmentant les honoraires, on va faire gagner à l'économie de l'officine 215 millions d'euros. Donc avant la réforme et après la réforme, la marge globale dégagée par nos entreprises serait supérieure de 215 millions à ce qu'elle était avant. Et là, évidemment, nos adversaires ont tendance, quand on leur montre le résultat de cette réforme, un peu lorsque le sage montre la lune, certains ont tendance à s'arrêter aux détails, et notamment un détail qu'on nous a reproché en disant, voilà, mais finalement, au cours de cette réforme, on a été amené à diminuer le montant des honoraires complexes, c'est-à-dire les ordonnances pour lesquelles il y a plus de 5 lignes de médicaments. Alors déjà, ce n'était pas un pari extraordinaire que de miser sur des ordonnances de 10, 15 ou 20 lignes. Et deuxièmement, pourquoi ça a été fait? En fait, au bout d'1 an et demi, la CNAM s'est rendu compte que de 215 millions, on allait arriver à 365 millions, ce qui n'était pas du tout le deal de départ. Donc là, ils ont dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régulariser, on va rebaisser encore plus la marge. Et en faisant ça, on baissait la marge sur l'intégralité des médicaments. Donc ça, ce n'était pas le deal qu'on souhaitait faire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié en disant, écoutez, voilà, si elle surperforme la réforme, on veut quand même pouvoir en bénéficier. Quand ça se passe dans l'autre sens, vous venez nous chercher de l'argent. Bon, là, finalement, ça se passe mieux que prévu. Donc, on a fait un deal. On a dit, écoutez, voilà, on va couper la poire en deux. On va prendre 80 millions pour nous, puis 80 millions pour la CNAM. Et au lieu de 215 millions d'euros, en gros, on s'est arrêté à 300 millions d'euros. Et donc, dans ces 300 millions d'euros, avec ce gain supplémentaire de 80 millions d'euros, le petit curseur a été baissé sur l'honoraire complexe pour ne pas arriver à 150 millions d'euros supplémentaires. Donc, quand j'ai lu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais cette semaine, un de mes collègues qui est aussi installé comme moi en pharmacie rurale et qui explique que les pharmacies rurales ont été très pénalisées par la baisse de cet honoraire complexe, sachant que cet honoraire qui était de 50 centimes, on l'a baissé à 30 centimes. Il aurait dû passer à 1 €, mais voilà, aujourd'hui, il est à 30 centimes. Je m'inscris en faux. Moi qui suis dans un village de 1500 habitants, avec un tiers de ma clientèle à la MSA, je suis vraiment dans un milieu rural et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça qui m'a impacté. Moi, ce qui m'impacte fortement dans mon activité, c'est la marge à taux zéro sur les produits chers. Ces produits chers n'ont fait que se développer depuis le début et je ne comprends pas pourquoi on a imaginé un jour instaurer une marge à taux zéro sur des produits qui valent 3 000, 4 000, 10 000 euros, sur lesquels on est plafonné à 98 euros. Et il y a une deuxième chose qui pénalise les pharmacies en général et les pharmacies rurales aussi en particulier, c'est toutes ces sociétés de prestataires qui se sont mis en place, qui font de la prestation à domicile, de l'hospitalisation à domicile. Et là, ça nous échappe. Alors, autant sur ce deuxième sujet, à l'URPS, on a des projets pour essayer de lutter contre ça et on vous en parlera tout à l'heure. Autant sur l'histoire des produits chers, je vais donner la parole à Frédéric parce qu'il siège en commission paritaire régionale et il va vous expliquer aussi en quoi cette problématique des produits chers pénalise non seulement les pharmaciens, mais aussi les patients qui parfois n'ont pas accès à leur traitement.
Oui, tout à fait, Olivier. On s'est aperçu qu'on a eu quelques indus qui ont été mis en contentieux dans au cours des CPL. Et notamment, la dernière, il y a eu un indu de 30 ou 40 000 euros qu'on a eu à gérer sur la Savoie sur des problèmes de saisonniers qui avaient des traitements anti-HIV et qui n'étaient pas prescrits par un spécialiste ou un hospitalier. Enfin bref, on a défendu la cause, ça a été très difficile. Et là, on s'aperçoit que le pharmacien fait son boulot de délivrance pour qu'il n'y ait pas un risque de contamination ou quoi. Et en bref, pour une certaine pharmacie, le risque financier devient trop important pour ces médicaments-là. Donc, il faut absolument qu'on simplifie les choses au niveau de la prescription de ces produits, quitte à avoir des interlocuteurs à la CPM pour pouvoir vérifier tous ces traitements pour qu'on ne revienne pas avec des indus avec des milliers d'euros qui, pour certaines pharmacies, constituent vraiment un frein à la délivrance. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle on va beaucoup travailler, et la simplification administrative et les relations avec la Sécu, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà. Pour ce qui est des délivrances et des nouvelles missions que l'on a eues, je dirais que l'USPO nous a amené beaucoup de choses. Et puis, on a notamment la distribution adaptée qui a été mise en place, qui est peut-être la première fois où on va avoir un travail qui est fait quotidiennement par le pharmacien à son comptoir et qui va commencer à être rémunéré. Je te passe la parole, François, parce que je crois que tu connais ça mieux que moi encore. Oui, je te remercie. Ça, c'est vraiment une réforme menée par l'USPO. Donc, merci l'USPO sur ce sujet-là. C'est vrai qu'elle n'est pas tombée vraiment au bon moment, puisqu'elle a été décidée en février 2020, juste avant la crise, mise en place au mois de juillet, et je pense qu'elle est passée pratiquement inaperçue ou alors pas tout à fait valorisée comme elle doit l'être. En fin de compte, la dispensation adaptée, vous la faites tous au comptoir tous les jours depuis des années. J'ai envie de dire comme M. Jourdain faisait de la prose, sans s'en rendre compte. Vous avez une liste de médicaments, différents modèles que vous connaissez, que souvent les logiciels d'informatique vous mettent peut-être un code DAD un peu, pour vous les signifier. C'est le cas typique du Doliprane où à 4 par jour, vous pouvez officiellement mettre 15 boîtes ou vous mettez 3 boîtes, par exemple. Et là, vous faites faire une économie substantielle à la sécurité sociale qui n'est pas valorisée parce qu'à la limite, si on était resté des épiciers, ce qu'on était quand même il y a quelques années, eh bien, d'ailleurs, en anecdote, je pourrais vous rappeler qu'on recevait les représentants UPSA et autres à l'époque qui nous expliquaient qu'avec chèque à l'appui, que si on ne mettait pas 15 boîtes, on était des andouilles. On était rémunéré à fournir de la boîte. Là, effectivement, on va toucher que 10 centimes en tapant le code, mais ça va être revalorisé derrière parce que l'économie substantielle qu'on fait faire à la caisse, elle sera rétribuée sous forme de ROSP après coup, et on pourra en récupérer quelque part 45% éventuellement si on joue tous le jeu. Et c'est-à-dire nous en tant que titulaires, mais aussi toutes nos équipes. C'est très important. C'est ce fameux nouveau modèle économique et c'est aussi faire notre travail, je dirais, avec éthique. Ça, c'est important. Et il faut vraiment jouer le jeu puisqu'on est en période de test, ça va durer pendant 2 ans et il y aura un top départ. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on valorise davantage ce modèle? Eh bien, il est quand même très intéressant de jouer le jeu à ce sujet-là. Et maintenant, il y a d'autres
d'autres fonctions qui nous intéressent et qui vont en complément, comme les bilans de médication, mais là, Sonia connaît ça beaucoup mieux que moi. Oui, je rebondis là-dessus. Effectivement, par rapport à l'USPO, j'aimerais d'abord dire qu'effectivement, l'USPO est un syndicat qui a toujours mis le pharmacien au centre de son débat. Et c'est bien lui qui se bat effectivement pour retrouver le cœur de métier. Les nouvelles missions sont certes pas toujours faciles à mettre en place. Néanmoins, il faut franchir le pas. Et je me sens tout à fait prête à aider ceux qui ont envie effectivement de franchir ce pas. Pour revenir à la convention nationale, donc désormais donc on peut prévoir des bilans de médication pour toutes les personnes supérieures à 65 ans qui ont 5 principes actifs. Et depuis peu, donc depuis l'avenant 21, on est maintenant payé à l'acte. Ce qui est quand même une évolution vraiment très importante. Avant, on avait l'habitude d'avoir des ROSP, on ne savait jamais trop quand est-ce qu'elles seront payées, comment elles seront imputées, etc. Donc là, donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus concret où on est vraiment considéré comme un professionnel de santé qui fait un acte de prise en charge et de soins. Bon, vous savez peut-être, mais maintenant, dès qu'on inclut un patient, donc on peut déclarer le top départ avec un code qui s'appelle TAC et on touche de suite, donc, enfin de suite, un an après, à partir de cette date, 60 €, donc qui est 60 € de marge directe, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Et moi, franchement, je m'éclate. J'adore faire ça. C'est vrai qu'au début, on a un petit peu peur, on se dit, bon, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? On a quand même pas mal de support pour nous aider. Donc, soit par la Sécu elle-même, soit par les groupements, soit par l'USPO. Mais il ne faut pas oublier les étudiants ou les jeunes pharmaciens qui, eux, ont vraiment l'habitude de faire ça et sont hyper à l'aise. Donc, moi, j'invite un peu tout le monde à faire le travail par vos étudiants, si vous avez la chance d'en avoir, ou par des jeunes assistants qui vous préparent un travail vraiment impeccable. Bon, après, il y a l'entretien. Bon, l'entretien, il faut commencer par les personnes sympas, les médecins sympas. Du coup, on est super à l'aise parce qu'il n'y a pas de contraintes et on ne se sent pas, comment dire, en porte-à-faux. Les patients, ils adorent ça. Ils en redemandent. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir certains patients en plus en profondeur, d'avoir des vrais échanges sur le soin, ce qu'ils attendent de leurs médicaments, de leurs soignants. Et c'est toujours très, très enrichissant. Il n'y a pas un entretien où j'ai rien découvert. Donc vraiment, j'invite tout le monde à le faire et voilà, il faut juste franchir le pas. Donc bon, là, on a un petit peu vu tout ce qui a été réalisé. Donc je vais laisser la parole à Olivier maintenant, qui lui va présenter les projets. Ouais, merci Sonia. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond parce que j'ai quelqu'un qui fait du bruit derrière moi. Bon, on avait dit qu'on se mettait d'accord pour, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, sur l'avenant 11, comme on en a parlé, chacun devait donner un petit peu ce qu'il lui a apporté dans la rémunération depuis 3 ans. Alors, pour ceux qui étaient installés pendant 3 ans et qui ont accès à Pharmastat ou à Westpharm, ben, combien ça vous a rapporté? Bénédicte. Donc, si c'est par l'alphabétique, c'est 36 000 € pour moi. Alors, 36 000. Corinne? Ah non, toi, Corinne, tu n'avais pas les chiffres. Ouais. Daniel? 42 000? 40, oui, une quarantaine d'euros 2000, oui. Alors, Kevin, installé de pas depuis assez longtemps pour avoir un historique. François? Et moi, c'est un peu différent parce que je suis en centre commercial. Donc, j'ai pris sévère avec la crise Covid. Mais en regardant les chiffres, je perds en marge 1,43 alors qu'en volume, je perds pas loin de 10%, 7-8.
Donc, j'ai envie de dire, c'est raisonnable. Fred? Moi, ça a été super bonus, 66 000 sur 3 ans. Nat sans H? Alors moi, ça a été 28 000 sur 3 ans, mais moi, c'est comme François, moi j'ai été très très impactée par le premier confinement. Mon quartier a été désert pendant 2 mois et demi, donc ça a été compliqué. Nat avec un H? Alors moi, sur l'ancienne structure, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas assez de recul sur la nouvelle, sur l'ancienne, ça m'a fait gagner 45 000. Oui. Moi, ça va fait gagner 63 000 euros sur 3 ans. Marie-Édith? Alors moi, je suis pas bonne élève parce que j'ai pas IQVIA, parce que je n'ai pas Pharmastat, j'ai un logiciel indépendant, mais j'ai pas besoin en fait de ça pour savoir que la réforme elle a vraiment bien marché. Pourquoi? Parce que j'ai un chiffre qui a baissé pour différentes raisons. La crise, certes, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc j'ai perdu à peu près 3% de chiffre. En revanche, ce qui m'inquiète pas du tout, ce qui m'a vraiment rassurée, c'est que j'ai une marge qui a fait plus 9%. Et ça, je sais que c'est l'USPO, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est pas tout à fait les chiffres que vous avez cités, mais ça revient au même en fait. Alors, Sandrine, Sonia, si vous avez? Ouais, moi, environ 50 000. Et pour moi, à peu près 45 000. Théophile? 2018, 9 000, 2019, 32 000, 2020, 40 000, c'est-à-dire 80 000 au total. Et je crois que Valérie, toi, tu m'as dit que tu n'avais pas les données de Pharmastat. Hein. Non, comme Marie-Édith, je suis dans le même cas. Pour ceux qui les veulent, les données de Pharmastat, quand vous allez sur Pharmastat, hein, il suffit de cliquer en bas sur la petite icône marquée simulation de l'avenant. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un petit tableau là qui vous donne tous vos chiffres. Voilà. Et pourquoi je suis un gros défenseur de cette réforme, hein, ça, c'est ce que ça me marque en bas. Donc, bon, moi, ça a été 122 000 euros sur 3 ans. Donc, je ne vais pas être le premier à critiquer la réforme de l'avenant 11, puisqu'elle a été plutôt positive. Voilà, donc je crois que ça c'est factuel, tout le monde en tout cas y a gagné et je pense qu'on est un échantillon extrêmement représentatif de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il avait été prévu dans cet avenant que si certains pharmaciens perdaient, ils avaient une compensation et je crois que sur 21 000 pharmacies, ça a dû concerner 30 ou 40 pharmaciens, voilà, c'était à la marge. Donc on va clore ce volet, on va quand même parler maintenant des projets de l'URPS. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un sujet qui agace beaucoup les pharmaciens, c'est les prestataires de santé qui prennent vos patients à la sortie de l'hôpital, qui font le tri parfois dans l'ambulance des ordonnances en disant bah, tiens, ça c'est pour le pharmacien, ça c'est pour moi, et vous voyez arriver votre patient avec juste la petite ordonnance corrigée de cardiologie, et puis bah, sur le reste, le matériel, les soins, etc. Parfois, mais de plus en plus depuis des années, ce marché nous échappe. Et on avait mis en place un projet à l'URPS parce qu'en fait l'URPS c'est une structure qui permet d'échanger avec les établissements hospitaliers. Aujourd'hui, je vois bien en tant que président de l'URPS que je suis sollicité par les différents centres hospitaliers de la région quand ils ont des projets à mettre en place. Donc moi, j'en profite à l'envers pour leur dire bah, écoutez, vous avez des projets qui vous voudriez faire travailler les pharmaciens. Ben moi, j'ai des projets qui m'intéressent parce que je voudrais qu'on crée un lien un petit peu plus fort. On parle beaucoup du lien ville-hôpital depuis des années. Aujourd'hui, le lien, il est effectivement de la ville vers l'hôpital, mais il est rarement de l'hôpital vers la ville. Donc, comment faire pour faire en sorte que ce lien se fasse et que les patients qui sont soignés à l'hôpital soient pris en charge en ville par leurs pharmaciens et qu'il y ait ce vrai lien, cette vraie connexion, cette vraie unité de soins pour pas que les patients se retrouvent perdus. Et moi, je le vois parce que j'en ai beaucoup de cas à la campagne, mais je sais qu'il y en a partout. Les patients, finalement, ils se retrouvent des fois avec des gens qui ne connaissent pas, avec des problématiques, même d'approvisionnement de médicaments, parce qu'il y a des HAD avec des PU, etc. Et finalement, le vendredi soir, quand ils sont un peu loin de la PU, etc., c'est compliqué et on ne sait plus. Et on fait appel aux pharmaciens du village pour dire peut-être que vous pourriez peut-être aller livrer ça. Donc ça, à un moment donné, il faut arrêter. Est-ce qu'ils apportent une vraie plus-value aux patients? J'en suis pas sûr. Les patients, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont envie de confort. Ils ont envie d'être rassurés
et ils seraient plus rassurés s'ils avaient les mêmes interlocuteurs tout le temps, c'est-à-dire leur praticien hospitalier, leur médecin traitant, leur pharmacien correspondant, pour ne pas l'appeler traitant. Et donc, il faut absolument que la ville et l'hôpital se parlent. Alors, on ne va peut-être pas se parler et faire des conférences et se téléphoner. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, il y a des années, un outil qu'on avait souhaité développer au départ dans ce sens-là, pour communiquer de manière électronique entre la ville et l'hôpital. Et cet outil, c'est l'outil Mon Sisra. Et s'il y en a un qui a toute sa place à l'URPS, et j'espère que sa connexion lui permettra de parler et qu'on l'entendra clairement, sinon tu couperas ta vidéo, Daniel, c'est Daniel Jean qui, bien avant d'être candidat à l'URPS, a pris ce dossier-là de main de maître dans la Savoie, en réussissant à convaincre quasiment 95%, voire plus, des pharmaciens savoyards d'utiliser Mon Sisra. Et il va vous expliquer ce qu'il en a fait, parce qu'il ne s'agit pas d'un outil pour un outil, mais d'un outil pour travailler mieux avec les patients. Donc voilà, c'est un projet quand même depuis maintenant 3 ans. Est-ce que ça passe ou pas? Alors, le problème de la Savoie, c'est la connexion Internet, parfois. Là, Daniel, je ne sais pas où tu es, mais on t'a perdu. Vous m'entendez pas? On t'entend, mais pas très bien, quoi. C'est vraiment. Alors, est-ce que si tu coupes ta webcam, est-ce qu'on aura un meilleur son? Est-ce que tu m'entends mieux? Quelqu'un lui dit qu'on l'entend pas mieux ou c'est moi qui lui dis? Ouais, non, c'est pas terrible. Essaye de me connecter avec mon téléphone et puis ce qu'on fait, c'est qu'on y revient après parce qu'il faut absolument que Daniel nous parle aussi des centres de vaccination. Hein. On avait prévu tout un petit scénario pour ce soir. Donc, le temps, essaye de passer par ton téléphone, Daniel, et on va, avant de revenir sur ce sujet-là, on va redonner la parole à Nathalie. Nathalie, ah ben, elle devait parler vaccination avec Daniel. Donc, on va revenir à l'interprofessionnalité. Et là, à ce moment-là, c'est Kevin qui n'est pas en train de servir un patient de garde, qui nous va parler de l'interpro. Un sujet qu'il connaît bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Kevin n'est pas un nouveau venu, parce qu'en fait, on se connaît depuis relativement longtemps par rapport à l'URPS. Hein. Et qu'au tout début de mon mandat, j'ai rencontré Kevin qui travaillait dans une association qui travaillait sur la santé des aînés, sur l'autonomie, une association qui s'appelait CRIDATA. Et je me souviens qu'on avait été rencontrer, je ne sais plus quel secrétaire d'État au Sénat sur l'autonomie il y a quelques années. On était monté avec Gilles Bonnefond tous les deux, et pour quelque chose qu'ils avaient organisé à l'époque là-bas. Donc déjà, j'ai envie de dire, très jeune, Kevin était extrêmement investi avant même d'être installé en officine. Oui, merci. On sait bien que le pharmacien, on nous disait pendant les études qu'un pharmacien doit savoir tout faire. Donc, il faut qu'il change une ampoule, qu'il connaisse ses patients, les aînés, et qu'ils s'intéressent un peu à tout, un peu touche à tout. Non, pour résumer, je pense que ce que mes collègues ont dit, quand on est jeune comme moi, j'ai que 31 ans, mais je suis installé depuis 3 ans. Je pense que ce qu'on a bien résumé, c'était le cœur de métier du pharmacien praticien. C'est les innovations sur les interventions pharmaceutiques, comme on a vu, où là, un peu sur le modèle canadien, maintenant, c'est plus de pousser des boîtes, mais voilà, de valoriser le conseil du pharmacien. C'est ce que porte un peu l'USPO, notamment, par exemple, en délivrant la bonne dose de paracétamol et en rémunérant justement le pharmacien. Donc ça, c'est important. Et puis, quand on est jeune titulaire comme moi, on a déjà appris, notamment à travers les stages hospitaliers ou à travers le stage en 6e année d'officine, à travailler en interpro. Donc moi, je dirais que je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. J'ai fait mon stage à Pondin, c'était il y a 12 ans, on va dire, le début des maisons de santé. Et donc, j'ai eu la chance de monter une maison de santé en arrivant tout de suite, en mobilisant mes collègues médecins, mes collègues dentistes, mes collègues infirmières, orthophonistes, ostéopathes un peu à la marge, mais ostéopathes, kinés. Et honnêtement, ça change la vie. Je pense que ce que beaucoup de jeunes veulent, c'est aussi cette nouvelle part de métier. Donc, le pharmacien est complètement intégré dans une équipe de soins primaires. Ça, c'est très, très important. Et en fait, si vous voulez, quand on regarde un peu les bisbilles nationales sur les plateaux télé à longueur de temps entre les médecins et les pharmaciens qui ont eu lieu ces derniers temps avec AstraZeneca, on rigole un peu ici dans l'Ain parce qu'on a un record au niveau
régionales puis nationales de maisons de santé. Et finalement, nous, il n'y a pas de bisbille avec les collègues médecins parce que c'est réellement des collègues avec qui on travaille main dans la main. Et si vous voulez, moi, mes collègues, ils n'ont même pas besoin de me demander de commander leur flacon AstraZeneca. Ils savent qu'ils sont commandés. On s'envoie des SMS, ces logiciels communs VEDA, par exemple, c'est les interventions pharmaceutiques et le pharmacien est pleinement intégré. Les infirmières libérales, je les vois tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est des vrais partenaires. Et ça change la vie parce que c'est même plus une approche spécifiquement médicamenteuse, c'est vraiment une approche globale du patient, avec une connaissance totale. Et cette confiance, quand on travaille comme ça, elle se traduit par simplement une ouverture, par exemple, totale, avec accord du patient, bien sûr, des dossiers patients, ce qui me permet typiquement, moi, quand je fais mes tests antigéniques, d'informer immédiatement mon collègue médecin qui est juste à côté de chez moi, par un petit post-it, comme on dit, qui a immédiatement l'information, c'est tracé dans son dossier médical, peut me permettre de faire des interventions pharmaceutiques directement dans le dossier du patient, avec un vrai impact sur le patient. Je participe aux réunions de RCP qu'on a 2-3 fois par an. Donc, on voit vraiment que c'est un exercice qui est extrêmement différent, alors qu'il peut être différent d'autres pharmaciens. Hein. C'est pas toujours la panacée, c'est pas le modèle unique, mais c'est un modèle en tout cas qui me plaît énormément, qui permet de s'investir. Et aujourd'hui, le but, c'est aussi toute cette expérience-là que j'ai acquise au niveau du terrain depuis 3-4 ans en tant que président d'une maison de santé. Peut-être bientôt en construisant une CPTS au niveau local, comme l'ami Jean-Daniel qui le fait aussi, Daniel Jean, pardon, qui le fait très bien en Savoie, bon, sans micro, sans Internet, mais il le fait très bien. Et d'en faire profiter l'URPS, je pense qu'il faut renforcer cette promotion de l'interprofessionnalité qui fait que le pharmacien en ressort comme acteur de santé, acteur de soins primaires. Et aujourd'hui, c'est plus rare que les patients nous appellent docteur. Et peut-être que c'est vrai que ça peut faire drôle parfois, et c'est là qu'on prend conscience que le regard a énormément changé. Alors le regard, il a déjà changé ces derniers temps avec une nouvelle mission, mais pour le coup, quand on est dans l'intraprofessionnalité, il change vraiment. Et pour terminer, je voulais dire, j'ai vraiment la chance de faire ça. Et actuellement, comme après avoir travaillé sur les aînés avec Olivier, c'est vrai, c'était bien avant que je sois titulaire, j'étais même adjoint à temps partiel. J'ai pris un peu d'expérience même dans le privé avant de devenir titulaire, puis j'ai abandonné mes anciennes activités. Et ben, j'ai la chance aujourd'hui de construire une maison de santé de 1000 m² avec mes collègues, sur fond quasiment 100% privé, de mener à bien ce projet, d'intégrer la pharmacie réellement au sein de son territoire, au service de ses patients et dans une équipe de soins primaires qui est bien soudée et qui permet surtout, comme dans beaucoup de territoires, de pallier au renouvellement des générations, parce qu'aujourd'hui, on arrive, malgré le territoire, à trouver de jeunes médecins qui viennent remplacer, vous voyez, mon dernier médecin qui avait 72 ans, maire du village, 43 ans d'exercice. Et bien finalement, grâce à notre dynamisme collectif, je dirais, on a réussi à attirer des jeunes. Voilà. Et je pense que Olivier va en reparler. C'est aussi l'occasion à la fois de porter ça au niveau du RPS pharmacien, mais à travers l'interprofessionnalité, c'est aussi de le porter avec les autres du RPS, des collègues d'autres disciplines. Ouais, alors l'interpro, c'est vrai que l'URPS, dans toutes les soirées URPS, on parle de l'interpro. Les URPS, c'est bien, c'est fait pour l'interpro. Alors sur le terrain, comme l'a dit Kevin, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et c'est vrai que quand on remonte d'un cran et qu'on voit bien un peu ce qui s'est passé au niveau national entre les différents syndicats professionnels et les syndicats de médecins, bon, je dirais que de temps en temps, nous aussi, entre représentants du RPS, bon, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je ne vous cache pas que quand on a démarré en 2017 l'expérimentation de la vaccination difficile, quand je me retrouvais dans les réunions inter-URPS qu'on organisait à l'époque, enfin qu'on organise toujours d'ailleurs, quelquefois on était obligé de les distancier parce que bon, on s'entendait un peu moins bien, donc on avait un peu moins envie de se voir. Mais ouais, c'est vrai que début 2017, j'arrivais de temps en temps dans les réunions et ça piquait un petit peu de dire ouais, qu'est-ce que vous faites les pharmaciens, c'est quoi cette histoire entre évidemment l'URPS infirmier, l'URPS médecin, etc. Bon, et puis après, ça permet aussi de vider son sac, ça permet aussi après d'avoir des lieux d'échange et d'explication. Et puis bon, l'histoire montre que c'est plutôt bien terminé. Mais voilà, et le rôle aussi des URPS entre elles, c'est de pouvoir faire connaître un petit peu les différentes problématiques des différentes professions pour leur faire comprendre que bon, à un moment donné, quel est le sujet, quoi. Par exemple, on le voit sur cette crise Covid, quel est le sujet, c'est de savoir qui va vacciner, où est-ce qu'il faut vacciner. En fait, il faut vacciner, peu importe qui va vacciner. Donc finalement, on a travaillé un petit peu tout ça pendant les 5 ans de mandat, là, et globalement, l'idée, c'était quand même d'échanger très régulièrement, même s'il y a des sujets qui peuvent nous porter
on va pas dire préjudice, mais qui peuvent être conflictuels entre les professions. On a un WhatsApp de ce qu'on appelle les présidents URPS, hein, donc on est tous dessus. On se partage des infos des uns et des autres. Et bon, finalement, depuis, on va dire que les choses sont un peu assagies. Et d'ailleurs, dans la région, je ne peux pas dire qu'il y ait une grosse attaque de l'URPS médecin ni de l'URPS infirmier. Pour l'anecdote, le président de l'URPS infirmier avait été contacté par BFM TV pour passer pour une interview. Le journaliste de BFM, il dit voilà, puis en gros, si vous pouviez voilà, attaquer un peu les pharmaciens, voilà, et lui, il a répondu non, non, mais moi, j'ai pas de souci avec les pharmaciens, je m'entends très bien avec eux. J'ai le SMS de mon homologue infirmier qui m'a dit voilà, en gros, bon, depuis le temps, au niveau des responsables URPS, on a un peu assagi, on a bien compris les problématiques des uns et des autres, et l'importance, c'est qu'on fasse évoluer tous nos professions et pas que la profession de pharmacien, que la profession d'infirmier. Il faut que chacun évolue et forcément, bah, les évolutions, ça peut poser des problèmes à certains, mais au final, c'est quand même le patient qui doit y gagner. C'est peut-être une lapalissade de le dire, mais on voit bien que le patient, lui, se fiche de savoir qui va le vacciner, il a envie d'être vacciné. Alors, je ne sais pas si on a récupéré Daniel, on peut faire un test micro. Daniel? Tu m'entends? Parfait. Oh, bravo. Formidable. Je reprends mes petites fiches, un peu comme une journaliste de BFM. Et nous en étions où? Daniel, Montcisra. Donc, il y a 3-4 ans en arrière, on a lancé une expérimentation avec Olivier qui a dit banco sur l'expérimentation de Montcisra sur la Savoie. Donc, la clé, c'est d'avoir une référente départementale nommée par Montcisra qui s'appelle Amel Belgoiseau, qui a fait un travail formidable. Donc, on est actuellement en Savoie quasiment le premier ou le deuxième département connecté de France en termes de messagerie de santé. Ça a été une véritable révolution qui a donné pleinement effet pendant la crise Covid. C'est-à-dire que, étant donné que 100% des pharmacies étaient connectés, 95% des médecins généralistes étaient connectés, on a pu générer un flux au niveau des ordonnances de la e-prescription après avoir reçu l'aval de notre CPM local, avec, pour chez moi, par exemple, dans le cadre du projet, jusqu'à 40 e-prescriptions par jour. Donc, ça a sauvé un certain nombre de confrères. Bien évidemment, maintenant, c'est retombé. Et je précise, sans avoir la fibre, hein, vous avez pu le constater vu ma connexion Internet, sans avoir la fibre, parce que là, le département a pris 2 ans de retard, ce qui est un vrai problème pour le télésoin notamment et pour la visio. Donc, ça se fait beaucoup en téléconsultation téléphonique, malheureusement. Ça, c'est un problème technique. Mais l'idée, c'est vraiment de relancer Montcisra maintenant dans d'autres départements, maintenant qu'on a une certaine expertise sur le sujet. Et ça se fera en connectant individuellement chaque médecin, chaque pharmacien, chaque infirmière et chaque hôpital. L'hôpital, c'est vraiment le gros projet parce que le lobbying a fait que la e-prescription n'est pas imposée aux hospitaliers, donc ils sont réussi à se débiner. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais par contre, pour contrer la HAD, c'est à mon avis l'unique solution d'avoir une e-prescription institutionnalisée. Hein, je vous parle pas des plateformes qui nous embêtent tous les jours, Zava, Car, Livy, etc., ni la e-prescription qu'on peut voir dans nos officines avec d'autres systèmes où on fait de la téléconsultation, qui sont de très bonnes solutions aussi dans les déserts médicaux. Non, là, d'avoir une e-prescription et une messagerie sécurisée, institutionnalisée. Donc, ce qui est possible chez nous est tout à fait possible ailleurs. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'exporter cette expérience qui a démarré avec un service d'oncologie sur le GHT Hôpitaux de la Savoie et de le pousser vers d'autres départements. Alors, certains ont essayé pendant la crise, mais bon, pendant une crise, on ne peut pas connecter tout le monde. Donc, faut prendre du temps. Ça prend 2 ans pour inscrire dans chaque service hospitalier le nom de la pharmacie référente pour chaque patient. Mais là, voilà, le prestataire ne pourra pas intervenir entre le patient et le médecin dans le bureau. Ça sera quand même difficile. Donc, on peut récupérer énormément de prescriptions par ce biais-là. Donc, c'est vraiment le gros projet que je porte pour les URPS. Je parlerai après de la vaccination, mais je vais déjà donner la main à Nathalie qui va nous parler de la vaccination Covid.
Alors, la vaccination, donc c'est le sujet du moment, je pense, qui nous occupe tous une grosse partie de la journée. Donc, moi, j'ai vu passer des tutos un peu dans tous les sens sur comment vacciner, que faire, comment vacciner la Covid, etc. Donc, j'ai eu envie d'organiser une journée de formation samedi dernier, donc à Clermont, qui a rencontré grand succès. Donc, j'ai fait ça au nom des URPS, même si j'étais de l'URPS, même si j'étais pas encore élue, voilà. Je l'ai quand même fait, ça a beaucoup plu. Donc, c'est le professeur Laurent qui est venu nous faire la formation. On a une partie théorique, une partie pratique. On a bien appris à manipuler. C'est vrai que c'était vraiment très bien. Donc, qu'on soit bien d'accord, pas de formation obligatoire pour vacciner contre la Covid-19. La vaccination grippe qu'on a fait pour la plupart, qu'on pratique déjà depuis longtemps, est suffisante. Il faut que la pharmacie soit déclarée à l'ARS pour la vaccination grippe, ce qui donne le droit de vacciner contre la Covid. La seule chose à faire supplémentaire, c'est de créer sa ICPS pour ceux qui ne font pas les tests antigéniques et de rattacher la ICPS à la pharmacie. On peut rattacher plusieurs ICPS à une même pharmacie pour ceux qui ont un ou plusieurs adjoints, et de même des adjoints qui sont multi-employeurs peuvent rattacher leur ICPS à plusieurs pharmacies. Sinon, en termes, donc ce qui ressortait des propos du professeur Laurent, c'est qu'il faut absolument vacciner 80% de la population si on veut avoir une immunité collective. C'est ce qui se passe en Israël. Quand on voit les images, ça nous fait rêver. Pour lever un petit peu les freins que pourraient opposer les patients, donc absolument aucun adjuvant dans les vaccins anti-Covid, ça c'est important. C'est souvent un frein important. Ensuite, ils sont efficaces 85 à 95% suivant les vaccins et parfaitement sûrs. Donc fin mars, on nous annonce une montée en charge très importante des livraisons, avec une multiplication par 10 du nombre de livraisons AstraZeneca. Donc, il va falloir du monde pour injecter tous ces vaccins. Donc, le monde qui va injecter tous ces vaccins, ça va être tous les centres de vaccination divers et variés qui existent, dans lesquels les libéraux peuvent être impliqués, et puis surtout les libéraux, médecins, sages-femmes, et puis nous, quoi. On a prouvé avec la grippe qu'on sait le faire, qu'on sait s'organiser, qu'on est parfaitement capable, et surtout le gros avantage du libéral, que ce soit d'ailleurs le médecin ou que ce soit nous, c'est qu'on peut sélectionner vraiment les patients éligibles, on les connaît, et on peut prioriser vraiment les populations à vacciner. Et d'ailleurs, on peut également monter des centres de libéraux. Daniel, je crois que tu as une expérience à ce sujet-là. Enfin, moi, je vais te reprendre la parole sur un centre de vaccination. Donc, moi, je suis vice-président de ma CPTS, la première CPTS validée par les ACI en Savoie. Depuis, on a déjà eu 2 autres qui ont signé les ACI. Donc, on a eu un peu de retard à l'allumage. Maintenant, c'est bien parti. Donc, notre CPTS a été sollicité pour le fameux week-end où le président Macron avait demandé de vacciner jour et nuit, week-end compris. Donc, on s'est retrouvé avec un certain nombre de doses d'AstraZeneca à faire, sachant qu'on a été appelé par l'ARS le jeudi soir à 17h pour monter un centre de vaccination pour le week-end suivant. Autant dire que ça a été quand même une expérience interpro intéressante. Et puis, on a réussi, donc on a continué. Donc, on fait partie de ces centres de vaccination éphémères, ad hoc, on peut les appeler, ces petits centres qui vont au plus près de la population, au plus proche, mais en vaccinant beaucoup. Nous, on vaccine entre 100 et 200 personnes à chaque fois. On fait ça 1 à 2 jours par semaine. Donc, ça met un gros coup de boost à la vaccination et ça permet d'avoir accès à des stocks hospitaliers. Donc, on est moins contraint actuellement que les livraisons d'AstraZeneca. Vous avez vu que c'est un bazar, personne ne comprend plus rien. Encore aujourd'hui, c'était compliqué. Donc, voilà, le gros avantage du centre de vaccination, c'est que vous pouvez vous bénéficier d'un stock, vous bénéficiez de l'apport des sapeurs-pompiers, vous bénéficiez de l'apport de la mairie ou de la communauté de communes.
Donc, c'est ce vers quoi on va tendre. Hein. Moi, j'y crois beaucoup plus qu'au méga vaccinodrome façon stade de foot, vélodrome ou ailleurs. Donc, voilà, c'est une expérience intéressante. Et le pharmacien a toute sa place. Pourquoi? Parce que le pharmacien, en fait, il sait tout faire dans un centre de vaccination. Il peut prescrire, il peut vacciner, il gère la chaîne du froid. Il n'est pas mauvais en informatique, il n'est pas mauvais en organisation. Donc, c'est un véritable couteau suisse dans ces centres de vaccination. Donc, on est valorisé à hauteur de 70 € de l'heure, plus les 5,40 pour l'enregistrement. Donc, faut bien y penser. On travaille avec notre ICPS et ça se passe, enfin, pour notre compte, ça se passe super bien. Donc, je vous conseille de vous investir bien sûr dans votre officine avec le Astra. Mais bon, pour l'instant, notre seule visibilité, c'est 2 flacons, 22 injections. Voire 24 si vous êtes bon avec les fonds de flacons. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez augmenter la couverture vaccinale dans votre territoire, c'est vraiment la création de centres ad hoc qui est importante. Les ARS sont plus ou moins proactives. Chez nous, elles sont proactives. Dans d'autres départements, c'est un petit peu moins important. Mais voilà, c'était aussi une façon de parler d'Interpro. Je vais laisser la parole à Kevin qui en a déjà un petit peu parlé, s'il veut redire un mot. Mais en tout cas, je vous encourage à y participer. Ça nous valorise. Franchement, ça nous valorise. Olivier, je ne sais pas si tu veux reprendre la main. J'avais coupé le son, excusez-moi. Oui, je vois que Kevin est parti servir. Donc, on va reprendre dans l'ordre du désordre. Oui, donc à l'URPS, on a fait beaucoup d'expérimentations parce que c'est quand même un champ formidable de pouvoir expérimenter à l'URPS, enfin, dans la région, de mettre en place des expérimentations pour éventuellement envisager une généralisation. Et on a eu la chance de voir arriver depuis 3 ans ce qu'on appelle les articles 51. Alors, ces articles 51 sont justement des sujets d'expérimentation qui doivent être construits pour se généraliser. En fait, ce qu'il faut savoir, moi, les premières réunions que j'ai fait à l'ARS, où en fin d'année, en gros, le directeur général auditionne un petit peu tout ce qui s'est fait au niveau de la région comme expérimentation diverses et variées. Hein. Par exemple, les modifications des régimes dans les cantines scolaires pour voir si les enfants sont moins gros. Enfin, je caricature, même presque pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu vraiment une expérimentation comme ça qui a coûté une fortune. Et en général, c'est des expérimentations qui sont faites. Au bout de 2 ans, voire 3 ans, elles ont eu le mérite d'exister, on n'en fait pas le bilan, on passe à une autre, et finalement, quelque part, j'ai envie de dire, on dépense aussi de l'argent pour rien, parce que finalement, se faire des expérimentations pour se faire plaisir, c'est pas l'objectif. Donc, depuis 2-3 ans, à l'URPS, on essaye de mettre en place ce type d'expérimentation, et on en a fait un certain nombre, et mes camarades et amis qui sont là ce soir, pour la plupart, y ont participé. Et donc, parmi ceux qui ont participé, il y a donc Nathalie avec un H, Noémie et Valérie qui vont vous en parler. Alors, personnellement, j'ai pu expérimenter, donc, grâce à l'URPS, un programme de prévention des AVC, qui est la première cause de mortalité cardiovasculaire. Donc, l'étude proposait un enregistrement du sommeil grâce à un petit boîtier connecté qui mettait en évidence des facteurs de risque dans la survenue des AVC. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pouvait voir une fibrillation atriale, on pouvait constater des apnées du sommeil et on pouvait enregistrer également le fonctionnement du système nerveux autonome. Et ce dépistage, en fait, a permis d'orienter des patients qui étaient sélectionnés au comptoir donc par nos soins en fonction de critères qui étaient définis au départ. On les a orientés vers une prise en charge adaptée avec des actions de prévention, comme par exemple des conseils en nutrition en cas d'obésité. On pouvait aussi parler de l'arrêt du tabac, de l'alcool, l'intérêt également de la pratique sportive, avec aussi la possibilité d'avoir un rendez-vous assez rapide avec le cardiologue, puisqu'il était également à l'origine de cette expérimentation.
Et il ne faut pas oublier de dire aussi que l'URPS a financé en intégralité en fait cette expérimentation avec le prêt donc du boîtier, avec les petites électrodes aussi qu'il fallait changer chaque fois, donc, et également aussi assorti d'une rémunération pharmacien. Après, aujourd'hui, quand on parle de rémunération, je pense qu'il faut aussi parler des tests antigéniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 75% des 8 millions de tests qui ont été réalisés dans nos officines. Et j'encourage donc mes confrères aussi à réaliser ces tests. Personnellement aussi, j'ai réalisé l'organisation de ces tests en interpro au sein de ma commune, avec la participation donc de ma consoeur, des infirmiers du secteur, et grâce aussi encore à la formation donc organisée par l'URPS, on a pu répondre en fait le mieux possible aux demandes de dépistage des patients, et tout en respectant donc la procédure qualité, la méthode, la sécurisation aussi grâce à l'anticipation, et qui fait qu'aujourd'hui, notre infrastructure, elle est prête à vacciner. Donc ça, tout dépend en fait de l'URPS qui nous a bien formés. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là simplement pour rendre un test positif ou négatif par un simple SMS. On est là pour expliquer aux patients ce qu'il faut faire. On prend le temps et on a un véritable rôle en fait dans l'éducation pour la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'URPS valorise le rôle du pharmacien en proposant aussi de nouvelles actions comme l'accompagnement patient, dont va nous parler Noémie. Alors oui, moi, je me suis impliquée auprès des patients de mon officine, comme Nathalie et puis comme Valérie vous l'expliquera tout à l'heure. Moi, j'ai mis en place les entretiens sevrage tabagique. J'avais envie de vous présenter ce cas concret de mission mise en place par l'URPS pour que vous ayez une idée assez représentative de son implication auprès des pharmaciens et puis du développement de ces nouvelles missions rémunérées. Cette expérimentation, elle est rémunérée pour le pharmacien à hauteur de 190 € pour le suivi des 6 mois du patient. Donc, comment ça a été mis en place? En fait, cette expérimentation, elle est menée par 61 pharmacies volontaires de la région qui se sont formées auprès du CHEM. Et puis, on réalise auprès du patient environ 6 entretiens, un par mois. Le premier, il dure plus longtemps que les autres, il dure à peu près 1 heure. Il sert à faire l'historique tabagique du patient, à connaître un petit peu les freins, les motivations à l'arrêt du tabac. Et puis ensuite, il y a un entretien motivationnel par mois d'environ 20 à 30 minutes. Voilà, l'objectif étant de réaliser un suivi et un accompagnement assez complet sur 6 mois. Alors, le planning de mise en place a été un petit peu modifié avec la crise, puisque l'expérimentation devait commencer en avril 2020 et puis finalement, le recrutement patient n'a pu commencer qu'en septembre 2020 jusqu'à décembre. Bon, ça a été un petit peu compliqué de recruter, plus que ce qu'on aurait pu imaginer avec toute la mobilisation que les pharmaciens ont dû faire, notamment à cause de la crise des tests, etc. Donc, environ 2 à 3 patients ont été inclus dans l'étude par l'ensemble des pharmacies volontaires. Et en fait, ces entretiens, on a pu les mener grâce à des outils qui nous avaient été fournis par l'URPS, qui sont un livret pharmacien, un livret patient, une fiche de liaison avec le médecin traitant, un CO-testeur. Voilà, on était tout à fait accompagnés. Et pour vous donner quelques chiffres qui sont issus de 2 sondages effectués auprès des pharmaciens volontaires, 87% ont été satisfaits de la formation du CHEM, 91% ont apprécié les supports établis pour mener les entretiens, 87% apprécient la communication de l'URPS et 93% des officines sont toujours motivées pour poursuivre le projet.
En revanche, il y a certains freins qui ont été soulevés, notamment celui du droit à la prescription des substituts nicotiniques, puisqu'on n'a toujours pas le droit de le faire. Ça constitue un axe de développement et c'est des éléments qui me poussent aussi à m'investir auprès de la profession et à être présente dans cette belle équipe menée par Olivier. Voilà, donc je laisse la parole à Valérie. Alors moi, ça fait déjà 6 ans que j'accompagne des patients atteints de cancer. J'ouvre le dialogue au comptoir dès l'annonce de la pathologie et je propose des accompagnements en ayant préparé en amont mes entretiens, en téléchargeant des fiches de médicaments sur par exemple les sites internet Omédit, parce que ces traitements sont souvent très complexes et une formation est nécessaire. Alors, lors de ces entretiens, je m'assure de la bonne compréhension du traitement, de son observance et je veille aux effets indésirables. Je rassure le patient, je l'oriente éventuellement vers son prescripteur et je peux aussi lui proposer des soins de support. Je suis très satisfaite de la signature de l'avenant 21, donc qui permet donc aux pharmaciens de mettre officiellement de façon cadrée, de façon rémunérée ces accompagnements de patients sous traitement anticancéreux oraux. Nous sommes reconnus réellement comme de véritables acteurs de santé. Nos compétences de professionnels de santé sont valorisées et sont renforcées. Donc ces entretiens, comme on l'a déjà dit, sont rémunérés, sont payés à l'acte pharmaceutique et non plus sous forme de ROSP. Parce que bon, on ne savait pas vraiment quand est-ce que c'était versé et comment c'était versé. Pendant la crise sanitaire, donc, on a pu voir l'importance du rôle du pharmacien au plus proche des patients, avec des examens médicaux qui ont été reportés, des consultations qui se faisaient par visio, qui étaient souvent trop rapides, avec un manque de contact humain. Mais nous étions là. Ces nouvelles missions sont vraiment des facteurs valorisants, des facteurs de reconnaissance, des facteurs de croissance importants pour nos officines. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on passe à côté de tout ça. Il faut vraiment s'engager. Daniel, tout à l'heure, a parlé de mon CISRA, la messagerie sécurisée. Et je souhaiterais vraiment que cette messagerie se développe dans le Rhône, où je suis installée, parce que c'est une messagerie qui est vraiment sous-utilisée dans notre département et ça a une grande utilité pour le lien entre les pharmaciens et les prescripteurs, notamment les hôpitaux, les centres de cancéro, pour que l'on puisse avoir accès aux dossiers, éventuellement participer aux réunions pluriprofessionnelles. Voilà. Donc, après mon CISRA, eh bien, on peut revenir au numérique. Je vais laisser la parole à Théophile qui va aborder le télésoin. Vous avez vu que le numérique prend une place énorme. Déjà, l'e-prescription qui va arriver et qui va nous permettre de sécuriser pas mal de choses, voire même de nommer nos interventions, voire et de les facturer. On vient de parler du CISRA encore. Avec le Covid, dont on n'est pas encore sorti, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres épidémies bientôt, mais on ne sait pas ce que sera le futur. La télémédecine a pris une ampleur de fou. Soit dit en passant, les médecins sont très bien passés à leurs télésoins à travers les téléconsultations. On peut déjà les aider avec les téléconsultations au sein de l'officine, et je vous invite à le faire parce que, petite parenthèse, on peut apporter une petite plus-value. On peut laisser le patient lui-même s'occuper tout seul de sa consultation en lui offrant par exemple un espace. Mais aussi, on peut utiliser des outils qu'il n'aura pas à domicile, comme l'autoscope, le tensiomètre, un abaisse-langue. C'est pas lui-même qui va se regarder à travers, c'est pas le médecin qui va regarder à travers la visio la gorge du patient. Donc, je vous invite déjà à participer à tout cela. Cela nous a permis, soyez en passant, aussi, j'en rajoute encore, parce que j'ai des idées qui me viennent comme ça, le numérique, on l'a aussi connu
pour moi, en tout cas, de mon expérience, pour la réservation des tests antigéniques où les patients participent, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils réservent et ils réservent en force. Alors, ce n'est pas via Doctolib ou autre, hein, c'est en se connectant sur le site de la pharmacie directement, mais c'est pour dire que les patients y sont passés. Et ils y sont tellement bien passés aussi que si certains réservent leur vaccination au sein de la pharmacie, il y en a beaucoup qui réservent en ligne auprès du site. Donc, je vous invite déjà à passer à toutes ces connexions-là, car après, la prochaine étape, ça va être les télésoins. Les télésoins, ça va être les entretiens et les bilans, entre autres, hein, en ligne, ce qui pourra les développer, je pense, surtout avec des patients qui conçoivent le pharmacien désormais comme un acteur de soins, hein, avec la vaccination et tout ce qu'il a fait, aussi bien les tests que, encore une fois, la vaccination, voire la participation à la télémédecine. Donc, les bilans, je pense, tout comme les entretiens, vont devenir, et les accompagnements dans le cancer, mais aussi plein d'autres choses que vous verrez bientôt. Le patient va prendre l'habitude de ces télésoins, je pense, et il faut être là. Il faut être là. Je pense que les outils, on commence à les avoir et aussi on commence à avoir la participation des équipes parce qu'il faut s'attacher à la participation des équipes au passage. Et grâce au Covid, au moins si on en tire quelque chose d'intéressant, c'est que, en tout cas c'est comme ça dans mon équipe, mais j'ai aussi des témoignages qui vont dans ce sens-là, où les équipes se sont fait à toutes ces choses-là, ne serait-ce que parce que on connaît tous la visio désormais. D'ailleurs, ce soir, on fait une belle visio et je pense que le Covid nous a beaucoup aidé à connaître et à prendre en main ces choses-là. Et donc, désormais, on va avoir une partie de notre activité qui se fera aussi en ligne, que ce soit par des outils utiles pour des actes qui se font en officine, mais aussi pour des choses qui vont se faire véritablement en ligne. Alors, on a toujours peur de savoir est-ce qu'on aura le temps, etc. Ne craignez pas, les médecins, eux, trouvent le temps de faire des téléconsultations. Alors, certes, parfois entre 2 consultations. Nous-mêmes, on parle, et si jamais vous avez des baisses de fréquentation ou sans perte de marge, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il y aura des temps et des plages à ouvrir pour le télésoin. Voilà, on va essayer avec l'URPS, notamment la liste de l'USPO, à ouvrir tout cela et à rendre ceci facile d'accès pour tout le monde. Voilà. Ça sera qu'une petite partie, hein, pas qu'une petite, mais une partie de votre de notre exercice, parce que bien sûr, l'officine, ça reste quelque chose qui s'exerce, la santé d'ailleurs de manière générale, de manière locale, comme on le voit avec les tests ou les TROD, où c'est Marie-Édith et Corinne qui vont réintervenir dessus, je crois, enfin pas réintervenir, mais intervenir dessus. Oui, moi je veux bien parler des TROD, je ne sais pas où est… non. Alors moi je veux bien vous parler des TROD, moi j'en ai toujours fait depuis le début et même avant, parce que comme Olivier, je suis en milieu rural et puis les gens ils viennent, hein, ils ont mal à la gorge, enfin bon, et ils viennent nous faire voir tous leurs bobos. Donc moi je me suis tout de suite investie là-dedans, même quand c'était payant à l'époque. Et puis aujourd'hui, grâce à l'USPO, écoutez, c'est devenu, bon, on est rémunéré pour ça. Alors, ça évite beaucoup d'antibiotiques. Les gens, ça leur fait gagner du temps parce qu'ils ne vont pas chez le médecin, ou même quand le médecin nous renvoie les ordonnances où on doit faire notre TROD et puis éventuellement les antibiotiques derrière. Voilà, je pense que ça a été une belle solution, une belle manière d'aborder cette pathologie qui est bénigne mais qui peut être quand même très grave. Les médecins sont toujours surbookés et puis au sein de nous aussi, de notre MSP, on s'échange facilement un coup de fil, je t'envoie quelqu'un, on a fait un TROD, c'est l'urgence, donc ils ont toujours un créneau pour prendre nos patients parce qu'ils savent que derrière, il y a une pathologie.
Voilà, puis ben, c'est un gain de temps et puis pour tout le monde, pour le patient du confort et puis c'est un gain d'argent aussi parce que ben, on évalue à peu près à 20 millions d'euros d'économie quand on fait ce genre de trode. Même si, ben, ma foi, les PCR et tous ces tests qui sont faits aujourd'hui à l'officine, ben, ça nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Mais ça sera peut-être un mal pour un bien parce que les gens seront habitués à venir en pharmacie, faire des prélèvements et puis je pense que ça va nous ouvrir encore plus cette possibilité de tests et de voilà. Donc je ne sais pas ce que voulait ajouter ma collègue. Je ne sais pas où elle est. Moi, je suis là, Corinne. Donc, les TROD, ça participe déjà à une orientation diagnostique. Hein. Je ne fais que reprendre le terme du TROD. Le dépistage, c'est différent. On est encore plus en amont. Mais nous sommes des acteurs de santé. Je crois que c'est Kevin qui le disait tout à l'heure. Alors, on le répète beaucoup, mais on ne le dira jamais assez. Et la santé, c'est aussi la prévention. Hein. C'est avant d'être malade aussi. Donc, le dépistage, certes, en ce moment, ça peut paraître un petit peu futile, un petit peu difficile à cause de la crise, mais pourtant, d'abord, on a encore de l'énergie, j'en suis sûre. On en a trouvé pour les tests, on va en trouver pour les vaccins. On peut encore en trouver pour les dépistages. Et puis, de toute façon, cette crise, elle va quand même bien finir par s'arrêter déjà parce qu'on va tous les vacciner avec les médecins et voilà. Et donc, les dépistages, oui, c'est vrai que j'ai une petite expérience là-dedans, hein, je ne suis pas la seule, mais il y a quelque chose qui est facile à réaliser. Il y a une maladie qui est très, très connue, qui est le diabète, hein, qui est énorme, qui concerne plein de gens. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement plein de gens diabétiques chez nous, mais qui ne le savent pas forcément. Et donc, du coup, avec assez peu de moyens, une communication facile à mettre en place, en général juste au comptoir, un petit peu de motivation toujours hein, de l'équipe, de tout le monde. Eh bien, on a un franc succès en général auprès des clients, des futurs patients d'ailleurs. Déjà, donc certes c'est gratuit, mais déjà ça fait du bien quand quelqu'un vous dit c'est vraiment bien ce que vous faites. Et puis ce qui se passe, c'est que quand on en fait pas mal, et ben on en trouve des diabétiques en fait. Et c'est pas le médecin, hein, c'est pas lui tout seul ou le patient qui a décidé de se faire sa prise de sang, enfin de se la faire faire. C'est vraiment le pharmacien qui l'a invité à faire ça, qui a découvert un taux pas normal, qui l'a fait revenir, qui a pris les choses un petit peu en main, avec doigté, avec le médecin bien sûr. Et puis voilà, et on se retrouve avec des gens qui vous sont évidemment très fidèles, qui sont des patients chroniques pour le coup. Et pour peu qu'on les accompagne correctement, enfin, mais ça, forcément, ce sera correct, plus que correctement dans leur pathologie et dans l'accompagnement de leur maladie, bah là c'est gagné, quoi. Donc, déjà, rien que ça. Et alors, pourquoi parler de ça? C'est parce que c'est une action qui peut être applicable à plein de gens. Et puis, en matière de dépistage, il y en a d'autres qu'on peut faire et en ayant comme support le RPS, avec des pilotes, avec des idées un petit peu pratiques et un peu de moyens, on peut aussi les mettre en place pour tous les pharmaciens, avec derrière un peu de rémunération. En ce moment, par exemple, c'est pas Mars, c'est Mars Bleu justement. Mars Bleu, ça fait pas vraiment rêver, hein, c'est le dépistage du cancer colorectal. N'empêche qu'il peut très bien y avoir une participation de la CPAM et un accompagnement des pharmaciens là-dedans, parce que pour l'instant, ça décolle pas du tout, ce dépistage, ça marche absolument pas, parce qu'il faut aller chez le médecin, il faut que lui vous le propose, ça demande beaucoup voilà, on ne sait pas en fait. Et nous, on pourrait intervenir tout simplement là-dedans, par exemple. Il peut y avoir l'insuffisance rénale, hein, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui vous prend quand c'est trop tard, quoi, limite 3 mois après vous êtes dialysé. Et le pharmacien, il a son rôle à jouer, c'est pas très difficile en général à faire. Il y a des protocoles qui peuvent être faits, je pense que le RPS a absolument toute sa place. Et avec aussi de la formation derrière, eh bien, ça peut aboutir à quelque chose de vraiment très constructif pour notre métier.
Et justement, pour parler de formation au sein de l'URPS, je vais passer la parole à Sandrine. Du coup, moi, je voulais vous parler de la formation qui a été mise en place par l'URPS pour les tests antigéniques. Alors, dès qu'on a eu l'autorisation pour ces tests à l'automne dernier, l'URPS a proposé de façon extrêmement réactive une formation pour tous les pharmaciens en collaboration avec la région, un organisme de formation et des praticiens des HCL. Donc très très rapidement, pour ma part, j'ai pu être formée pour la mise en place de ces tests. C'était à l'hôtel de région à Lyon. Il y a une centaine de pharmaciens qui étaient présents, donc fortement mobilisés, très rapidement, je le répète. La même chose s'est organisée à Clermont, un peu comme la formation vaccination dont parlait Nathalie tout à l'heure. On a eu un retour d'expérience de professionnels qui avaient déjà mis ça en place, qui avaient une forte expérience en la matière. Alors, je parle du professeur Laurent, qui est un référent et qui nous a fait bénéficier de toute son expérience pratico-pratique avec beaucoup d'anecdotes. Et du coup, ça nous a, pour ma part, ça m'a vraiment aidé à la mise en place de ces tests, à lever les freins, à dédramatiser la situation parce que quand même c'était un geste nouveau pour nous, stressant pour l'équipe. Le fait qu'il soit là, qu'il soit référent, ça m'a permis aussi d'avoir vraiment un référentiel pour l'équipe et vraiment quelqu'un sur qui m'appuyer en disant qu'il n'avait pas, il nous a dit que lui n'avait pas eu de cas de Covid contaminé parmi les personnes qui prélevaient. Et ça, de le dire à mon équipe, ça a été vraiment important. Ensuite, côté pratico-pratique, on a pu s'entraîner sur un mannequin pour le prélèvement nasopharyngien avec un petit peu d'encre au fond du nez, donc on était sûr d'avoir fait le geste comme il faut. On avait des EPI, on avait le test, enfin tout comme en vrai. Donc du coup, arrivé dans la pharmacie, on était prêt. Il y avait eu aussi une partie théorique sur l'immuno et le virus quelques jours avant en visio avec des horaires adaptés pour nous. Donc voilà, moi j'ai pu la suivre très facilement. Autre point positif pour allier l'utile à l'agréable, je dirais. Donc cette formation elle a eu lieu dans l'hôtel de région et il y a Laurent Wauquiez est venu et on a aussi eu du coup une forte couverture médiatique. Tout ça, ça a contribué à montrer la forte mobilisation des pharmaciens parce que je pense qu'on était une centaine prévus. Forte mobilisation dans la lutte contre le Covid, la santé en général, notre réactivité. Donc tout ça, c'est fortement bénéfique à notre image auprès de personnes qui prennent part aux décisions et qui sont influentes. Donc tout ça pour dire que c'est un des rôles majeurs de l'URPS d'être au plus près des pharmaciens de la région pour mieux les accompagner, y compris dans les périodes difficiles et dans les difficultés. Et Frédéric peut nous en parler. Fred, ton micro. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, là, on peut dire que vraiment, l'URPS pour les pharmacies de station était vraiment très proche d'elles. Elles sont venues, elles ont fait un véritable appel à l'aide quand on a commencé à voir les pertes de chiffre d'affaires qui étaient colossales dans les stations, et on s'apercevait que plus on montait dans les stations et plus les stations et plus les pharmaciens avaient une perte de chiffre d'affaires colossale, avec certains pharmaciens qui venaient juste d'acheter leurs officines 1 ou 2 mois avant la crise du Covid. Enfin, bref, ils étaient vraiment en recherche de quelqu'un qui pouvait les aider. Et l'URPS, à ce niveau-là, a beaucoup fait pour mettre en relation et faire savoir leurs problèmes
auprès des ARS, mais surtout auprès de la présidence de la région, qui a permis de remonter les échelons jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et là, je remercie vraiment au nom de tous les pharmaciens de station, que ce soit de Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Haute-Savoie, qui peuvent remercier Olivier pour tout le boulot qu'il a fait, qui était colossal. Et on a obtenu quand même beaucoup de choses grâce à ça, de réintégrer les pharmaciens notamment dans une simili liste du Fonds de solidarité, avec une aide de la CAVP, une aide de l'ordre aussi. Et donc tout ça, nous espérons que ça va suffire à leur faire passer cette crise. Et vraiment, je réitère encore mon remerciement en tant que représentant d'un département de montagne pour tout ce qu'a fait Olivier pour ces pharmacies. Je pense qu'elles sont vraiment, vraiment très reconnaissantes. J'ai eu des messages de beaucoup d'entre elles pour te remercier, Olivier. Merci. Merci Fred. Oui, alors c'est vrai que les choses se sont plutôt, entre guillemets, se terminent plutôt bien, et puis que, en fait, un mélange de tout. C'est vrai que l'histoire de la formation des tests antigéniques, on se retrouve à l'hôtel de région, on échange beaucoup avec Vauquier, on commence à avoir des liens relativement proches qu'on avait initiés dès le début de la crise, parce qu'en fait, j'avais été contacté par sa chef de cabinet, parce que la région avait commencé à acheter un peu du gel, un peu des masques. À l'époque, c'était compliqué à trouver, hein. Il n'en pleuvait pas comme aujourd'hui à tous les coins de rue. Et pour essayer de les distribuer, ils ont regardé partout. Et encore une fois, quel était le meilleur interlocuteur pour diffuser ces équipements de protection sur le terrain? C'était les pharmacies, parce que on n'était pas confinés. À l'époque, il y avait un confinement très fort. Donc, les gens venaient chez nous, les professionnels de santé pouvaient venir chez nous. Donc, on a commencé à travailler avec la région. Et puis, de fil en aiguille est arrivée cette problématique des pharmacies de station. J'en connaissais déjà quelques-unes. Et c'est vrai que c'est une spécificité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai que, par exemple, dans la région Île-de-France, il y a très peu de stations de ski, hein. Il y en a beaucoup plus en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une activité énorme pour la région. Je crois que c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la région. 128 ou 140 stations de ski, c'est vraiment la région des stations de ski par rapport aux autres régions. C'est vraiment une spécificité très forte. Donc, qui dit beaucoup de stations, dit beaucoup de pharmacies de stations. Et comme je le disais en introduction, on est aussi là pour faire remonter les problématiques des uns des autres. Alors, il y a d'autres pharmacies qui souffrent de cette crise, hein. Je pense aux pharmacies de grande surface. C'est moins une spécificité de la région, pardon. C'est quelque chose de plus général, mais je sais que d'autres sont aussi sur le dossier. Et très sincèrement, je suis ravi que, alors, rien ne remplacera le fait qu'elles aient pu avoir une activité normale. Je pense que si on leur posait la question, elles auraient préféré avoir une activité normale et ne pas avoir à obtenir des aides avec les difficultés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais parfois c'était compliqué de remplir les dossiers sur Internet avec le site des impôts, etc. Mais oui, effectivement, on s'est beaucoup attaché et ça me paraissait tout à fait juste et normal de pouvoir fédérer un petit peu chacune de leurs problématiques pour les poser en masse en dossier. Comme tu l'as dit, Fred, c'est remonté directement auprès du Premier ministre. Et j'ose espérer que les solutions qui ont été apportées par tous, hein, comme tu l'as dit, l'ordre, la CVP, etc., leur permettront d'envisager la saison prochaine de manière plus sereine. Avant de faire une conclusion, je vais laisser la parole à Bénédicte qui va vous faire un résumé de la soirée, qui va vous improviser des projets pour l'URPS, qui va vous parler de tas de choses. Alors Bénédicte. C'est bon là, tu mets pas la pression là. Tu m'avais dit déjà, tu m'as pas dit qu'il fallait que je fasse les projets de l'avenir là, c'est bon. Il y a un tourloupe. Mais je sais que tu vas improviser aussi, donc voilà. Ouais, on va improviser. Non, mais tu m'avais dit surtout de montrer un peu comment j'en étais arrivée à vous rejoindre, et du coup tu m'avais dit d'expliquer tout ce que. À la base, moi, je me suis fait connaître par l'USPO, j'avais été recrutée par rapport à l'affichage à Montluçon dans pharmacien de proximité avec les belles petites affiches vertes et avec nos petits sacs verts qu'on distribuait, toutes les pharmacies de Montluçon avaient joué le jeu. Et du coup, c'est là que Philippe Lépée m'avait recruté. Et puis du coup, après, j'avais réussi, grâce à l'aide de tous les pharmaciens de Montluçon, à lancer plusieurs projets, dont le drive des tests antigéniques. Et c'est là que Olivier est intervenu pour m'appeler en disant « Oh, ça serait trop bien que tu fasses partie de mon équipe ». Et là, j'ai dit oui. Et je me suis surtout rendu compte que j'étais toute seule dans mon petit coin à galérer pour faire des projets, et que être aidée de gens comme toute l'équipe que j'ai en bas,
parce que moi je suis en haut sur le visuel, c'était quand même vachement plus sympa, que ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, tu m'as permis de m'inscrire directement aux réunions de la vaccination qui ont lieu tous les lundis. Bon, même si des fois c'est un petit peu aujourd'hui, c'était un petit. Ah, ça a duré qu'une heure aujourd'hui. C'était vraiment bien, une heure. Mais c'est vrai que c'était grâce à toi, j'ai pu faire plein de choses. J'ai pu aider à la vaccination des professionnels de santé sur la clinique. En une semaine, on a réussi à mettre en place la vaccination de tous les professionnels de santé. Désolée, hein, je suis la dernière. En plus, j'ai tendance à parler très vite. Je vais essayer de parler moins vite. J'ai réussi aujourd'hui, tu vois, même si avec les médecins, des fois, c'est un peu compliqué, j'ai réussi à faire une liste de pharmaciens. Je vais lancer une liste demain sur tout l'Allier pour savoir qui veut participer au centre de vaccination, tu sais, pour recruter tous les pharmaciens parce qu'ils ont tendance à nous oublier, donc on va leur rappeler qu'on est quand même là. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai pas de projet. Moi, je suis plus on va dire tu me donnes une mission, je l'accomplis. Tu vois, c'est plus ça mon truc. Donc, et c'est vrai que avoir des personnes comme vous tous, tout de suite, qui ont plein d'idées. D'ailleurs, je lance un défi. Si vous nous élisez tous, vous aurez le droit de voir tout ce qui a été écrit en off sur notre fil WhatsApp. Et je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc, il faut vraiment voter pour nous parce que il y a du lourd. Hein. Mais j'ai pas de projet à l'avenir. Vous avez déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Moi, j'ai juste à vous suivre et à écouter ce que vous me dites. Et puis, je le ferai, c'est avec plaisir. Et je serai vraiment ravie de pouvoir vous aider dans tous ces projets. Voilà. Top. Voilà. Exactement ce qu'on attendait. Un beau mot de conclusion. C'est facile à dire une fois que c'est fait. Non, c'est super. Alors, on fait un peu comme si on était entre nous. Apparemment, il y a encore 130 personnes de te connecter, mais on fait un peu comme dans nos WhatsApp, on parle entre nous. Non, alors j'ai oublié de dire en tout début de soirée que évidemment les pharmaciens qui voulaient poser des questions pouvaient le faire. Donc bon, comme il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Bon, je pense qu'on a quand même évoqué un certain nombre de sujets généraux. L'idée quand même, c'était de montrer que les 15 sont pas là par hasard. Les 15 sont pas là pour boucher un trou sur une liste où il faut des gens. Voilà, c'était vraiment l'idée de montrer à tout le monde qu'on est tous investis. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on s'est regroupé autour d'un WhatsApp où effectivement, comme dit Bénédicte, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'espère que ce soir… Et des choses sérieuses aussi, hein, pas que des trucs pas sérieux. Hein. Mais bien sûr, sinon… Mais bien évidemment, l'URP, c'est une chose extrêmement sérieuse, bien évidemment. Mais l'idée, c'était quand même de montrer aux pharmaciens que voilà, on avait chacun nos sujets de prédilection, qu'on était tous tournés vers ce futur mandat. Et que, évidemment, depuis le temps qu'on bosse ensemble tous les 15, il serait assez dommage qu'on ne soit pas tous les 15. Alors, bon, si jamais, voilà, comme dit Bénédicte, si jamais les pharmaciens hésitaient entre voter ou pas voter, voter déjà. Et puis, si possible, voter pour les 15, ce serait mieux, voilà, vu qu'on a l'habitude de travailler ensemble, d'échanger ensemble et peut-être parfois de temps en temps de rigoler ensemble. Et voilà, on sait que le travail est beaucoup plus efficace quand l'ambiance est bonne. Et comme j'espère que vous avez pu le constater, l'ambiance est bonne. On a des gens extrêmement sérieux dans la liste. Et je pense que si ce soir, à cette heure tardive, on déborde un petit peu, c'est parce que on est tous fatigués de nos journées. Cet après-midi, comme beaucoup de monde, et je sais pas, j'ai l'impression que les lundis, c'est comme ça, on se fait un petit peu exploser en tests antigéniques. Et je vais juste faire une parenthèse pour dire qu'il faut absolument qu'on insiste sur ces tests antigéniques. Les laboratoires d'analyse ont tendance un petit peu à semer le trouble sur le sujet. Ça a été quand même mis en place, ces tests antigéniques. Au départ, on l'avait annoncé comme une clé du déconfinement. On n'a pas déconfiné en janvier, ni en février, ni en mars, on ne sait pas. Mais en tout cas, si un jour on se remet à avoir une activité pseudomale, je pense que ces tests vont se prolonger pour essayer de maintenir cette épidémie. Donc, je fais juste cette petite parenthèse pour dire que ceux qui nous écoutent, si vous n'y êtes pas lancé, il est encore temps de le faire. Et si vous le faites, essayez de le faire au mieux, au maximum. Et c'est vrai que cette formation qu'on a fait, comme l'a rappelé Sandrine, elle a mis à l'aise beaucoup de monde. Moi, je vois mon assistante qui n'était pas très à l'aise avec certaines choses. Maintenant, elle s'éclate avec les tests antigéniques et il y a vraiment des retours extrêmement positifs des tests antigéniques pratiqués à la pharmacie, à tel point que les médecins nous les envoient et ne les envoient pas chez d'autres professionnels de santé sans les nommer. Donc voilà, ça c'est important. Donc on ne va pas s'étendre beaucoup plus sur la soirée. J'avais promis qu'en gros à 21h45 on s'arrêterait. Il est 21h41. On vous a dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez retenu au moins l'état d'esprit de ce groupe, l'état d'esprit des 15, pas le club des 5, c'est le club des 15. Et je tiens à remercier aussi 2 personnes qui ne sont pas présentes. C'est le jeune Anatole Papu,
le fils de François, qui nous a réalisé une vidéo assez sympathique pour présenter ce groupe-là. Et puis, une autre personne que je vais nommer quand même, puisque c'est ma fille, qui a réalisé la maquette de la profession de foi officielle. Donc, c'est elle qui l'a mis en page, c'est elle qui a fait les choses bien. Donc, j'en profite aussi pour la remercier. Et bien évidemment, je suis extrêmement ravi de tout ce groupe qui est autour de, j'allais dire autour de moi, non, ce serait voilà, autour de l'URPS. Quoi qu'il arrive, on travaillera tous les 15 ensemble pour les 5 prochaines années. J'en suis absolument convaincu. Donc, je vous remercie à tous. On se dit au revoir. À bientôt et merci. À plus tard. Merci à tous.